programme grande école qui se fait souvent voilà, après une prépa ou en admission parallèle après un bac+3, qui est le programme grande école, qui est classé numéro 6 au niveau mondial, et notre Executive MBA qui est plutôt pour des professionnels qui ont voilà, 5 à 15 ans d'expérience professionnelle, qui font voilà, un programme en exécutif qui est classé numéro 7. Donc, il faut savoir que le classement Financial Times, ils ont seulement des classements école, classement Master in Management, Master in Finance et MBA, Executive MBA. Donc, c'est peut-être pour ça, forcément pour les masters spécialisés par exemple en biopharmaceutique, voilà, ils ne sont pas forcément répertoriés au classement Financial Times. Donc, c'est simplement pour que vous ayez quelques idées. Hop, je reviens simplement. Alors, je vais juste… voilà, je mets juste pour que la réunion soit enregistrée, simplement, désolée, pour que vous puissiez la regarder à tout moment plus tard chez vous. Et je vais terminer, c'est peut-être… quelque chose qui vous parle, les accréditations internationales. Il faut savoir que les écoles de commerce bénéficient d'accréditations internationales, ce qui, en tout cas, montre une reconnaissance de haut niveau académique, de haut niveau de nos programmes de notre école. Donc, parmi les accréditations européennes, sont connues ACSB, l'accréditation EQUIS, et aussi pour le MBA et le Executive MBA, l'accréditation EFMD. Ensuite, donc quelques chiffres clés, comme je vous l'ai rappelé ici, campus sur 20, nous avons plus de 6500 étudiants répartis sur nos campus qui représentent plus de 120 nationalités. Donc ça, il faut savoir que, en tout cas pour les écoles considérées comme écoles de commerce françaises historiquement, nous sommes l'école de commerce la plus internationale. Donc 120 nationalités, c'est conséquent et nous en sommes fiers, et c'est l'ADN de l'ESCP, européen et international. Ensuite, pour les managers participants, là on parle plutôt pour l'Executive Education, donc on est à 5000 personnes. Pour le réseau alumni, donc c'est un facteur très important pour une école de commerce, pour toute école, et pour vous, si vous rejoignez par exemple le master spécialisé management pharmaceutique et des biotechnologies, c'est voilà, un réseau en plus à ajouter au réseau de votre école ou de votre université actuelle. Donc ça, c'est important, vous verrez dans votre progression professionnelle, de bénéficier de réseaux d'écoles ou réseaux universitaires. Donc on en a 60 000 qui sont répartis dans le monde entier, avec des postes à responsabilité dans des secteurs, dans tous les secteurs qui peuvent être liés à la gestion. Je le rappelais, les 50 alliances académiques, universités de haut niveau. Nous proposons un portfolio complet de programmes qui va du bachelor jusqu'à l'executive MBA. Donc, pour les programmes à plein temps, nous avons un bachelor dès la sortie du bac. Nous avons le Master in Management, après un cycle prépa ou une admission parallèle à Bac+3, les Masters of Science, après un niveau Bac+3 également, les Masters spécialisés, après un niveau Bac+4, Bac+5, les MBA, donc ça c'est plus après un peu d'expérience professionnelle, PhD, Executive Education, etc., etc. Et pour notre corps professoral, nous bénéficions d'environ 160 professeurs-chercheurs qui représentent 30 nationalités, donc une école internationale qui se traduit par des participants, des étudiants internationaux, mais un corps professoral international également. Maintenant, on va passer voilà, à la présentation des masters spécialisés, des Masters of Science, pour que vous compreniez ce qu'est un master spécialisé ou un Master of Science, l'objectif d'un master spécialisé et ce que vous pourrez en tirer. Après, voilà, une formation peut-être plus technique, plus scientifique, rajouter un master spécialisé en école de gestion qui pourrait être bénéfique pour votre carrière. Donc, un master spécialisé, ou un Master of Science, donc, sont des programmes relativement courts qui permettent soit d'acquérir une double compétence si vous ne venez pas d'un cursus antérieur lié au management, à la gestion, ou de vous spécialiser. Si vous venez, par exemple, d'un master en école de commerce, vous pouvez faire un master spécialisé pour vous spécialiser, avoir une expertise dans un domaine spécialisé. Également, cela vous permet donc d'internationaliser votre profil, car tous nos programmes contiennent soit une période d'études sur un autre campus de SCP, soit un séminaire à l'international. Donc, tout ceci, ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs de carrière. Donc, voilà, comme vous le pouvez le voir, voilà, nos programmes donnent aux jeunes diplômés, ce que nous avons en majorité des jeunes diplômés. Donc,
Bac+3 pour les Masters of Science et Bac+4, Bac+5 pour les masters spécialisés. Et nous avons également de jeunes actifs qui ont peut-être 2 à 3 ans d'expérience professionnelle, de donner une expertise et de nouvelles compétences à forte valeur ajoutée qui sont recherchées par les entreprises. On voit que les entreprises aujourd'hui recherchent des entreprises qui ont un double profil. Donc pour vous, c'est exactement ce que les entreprises recherchaient. Voilà, un cursus en pharmacie ou en biotech, plus couplé à une formation en gestion. C'est un profil qui intéresse beaucoup les recruteurs, mais ça, je suis sûre qu'Aline pourra tout à fait en parler car il est au cœur du sujet. Et donc voilà, rapidement, un Master of Science, ça pourrait éventuellement vous intéresser ou pas. Un Master of Science, c'est un programme qui est un peu plus long, qui est environ de 10 mois à 2 ans. Cela dépend du master. C'est un programme qui est enseigné tout en anglais. Donc avec une période d'études de 10 mois, plus 3 mois minimum de stage, de mission professionnelle, une thèse professionnelle à soutenir, à rédiger et à soutenir. Et voilà, des cours qui sont répartis sur 2 campus de SCP Business School. Tandis que les masters spécialisés, là, on va parler d'un programme plus intensif. Donc, on a une période de 6 mois d'études, souvent de septembre à fin mars. Cours à plein temps intensif. Ensuite, s'ensuit une période de mission professionnelle. Je vais développer un peu plus tard, qui doit être de 4 mois minimum. Ensuite, il faut aussi rédiger une thèse professionnelle, donc rédiger et à soutenir. Voilà, pour compléter, pour vraiment valider cette année et se faire diplômer, comme bientôt Aline l'année prochaine. Voilà. Alors, la particularité du master spécialisé, sauf à une exception près, c'est c'est un programme qui est enseigné en français et en anglais. Donc, on demande aux candidats de maîtriser le français et l'anglais. Ça, c'est important. Et dans le cadre du master spécialisé biopharmaceutique, par exemple, c'est un programme qui est majoritairement enseigné en anglais, donc on demande un bon niveau d'anglais, mais il y a quelques cours en français. Pareil, Aline pourra nous préciser tout ceci. Alors, il y a un peu de bruit, peut-être qu'il y a des micros qui ne sont pas coupés, voilà, au cas où. Là, contrairement au master spécialisé, au Master of Science, un master spécialisé comporte un séminaire international ou une période d'études sur notre campus. Parfois, certains MS peuvent coupler les deux, donc ça, c'est super. Normalement, pour le MS Biopharma, c'est le cas. Une petite période d'études sur notre campus et un séminaire international également. On vous en parlera, on développera tout ça un peu plus tard. Alors, ensuite, donc, je vous parlais de l'objectif d'un… Hop là, excusez-moi. Je voulais juste réduire quelque chose. Voilà. L'objectif d'un Master spécialisé, Master of Science, c'est de vous former en tant qu'expert, en gestion appliquée au domaine, par exemple, domaine de la biopharmaceutique ou la biotech, pour vous permettre d'évoluer facilement et rapidement, surtout, dans votre secteur professionnel visé, car souvent, on voit que les secteurs sont souvent soumis à un marché international très concurrentiel. Donc, voilà l'intérêt d'un master spécialisé, qui est un programme très professionnalisant, intensif, court, qui vous permet de rapidement atteindre des postes à responsabilité sur le secteur de votre choix. Donc, la formule intensive à temps plein permet, voilà, comme je vous l'ai dit, au terme d'une scolarité courte et dense, d'accéder immédiatement, donc immédiatement après les 6 mois d'études, soit avec un stage ensuite, ou si vous trouvez un contrat juste après les 6 mois d'études, c'est très bien, pour des positions à responsabilité au sein de grands groupes internationaux et français. Par exemple, pour vous, ça peut être des multinationales, des laboratoires pharmaceutiques, par exemple. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, l'atout d'un master spécialisé, c'est une pédagogie innovante qui se définit par 50% théorie, 50% en pratique. Donc, toute la théorie est mise en pratique. Ce sont des programmes sur plusieurs campus. On met en exergue beaucoup de cas pratiques, de travaux de groupe pour favoriser le travail en équipe, car vous serez sûrement amené dans votre vie professionnelle à travailler au sein de groupes, de personnes peut-être de cursus différents, de sensibilités ou de nationalités différentes. Donc, c'est ce que l'on met en avant.
Donc ensuite, bien sûr, avec cet environnement multiculturel, au sein de nos MS et MSIs, pour parler en acronyme, nous avons 40 nationalités différentes qui sont représentées, ce qui est considérable et nous en sommes contents et nous voulons continuer à privilégier un environnement multiculturel. Ce que l'on va vous enseigner dans ce master spécialisé, c'est vraiment une expertise en méthode et en compétences managériales. Des compétences managériales qui seront appliquées à un secteur, donné. Donc, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir prendre des décisions dans des environnements souvent complexes. Également, une compréhension de l'environnement économique et culturel et surtout une flexibilité, une mobilité et une ouverture d'esprit. Comme je vous le disais, c'est un mélange de théorie et de pratique. On est à peu près sur du 50-50. Les enseignements, la théorie qui est enseignée par notre corps professoral permanent, qui sont des experts dans leur domaine, sera ensuite mise en pratique avec des intervenants professionnels. Donc vous avez des cas pratiques, des projets de groupe, vous êtes invité à assister à des conférences, des séminaires. Donc cette année, on se débrouille pour pouvoir le faire en ligne. Mais on garde la même expérience. Vous avez également des rencontres professionnelles, c'est très important pour votre réseau, pour ensuite trouver un stage ou un contrat de travail par la suite. Donc, tout cela pour vous montrer que nos programmes sont ancrés dans la réalité du monde des entreprises. Il faut savoir que nos directeurs scientifiques, nos professeurs sont tout le temps en lien avec les départements de ressources humaines ou d'entreprises dans tout secteur. Donc, ce qui nous permet aussi d'adapter nos programmes chaque année en fonction des demandes, des besoins des entreprises. Donc, ça, c'est très important. C'est tout l'intérêt d'un master spécialisé. Ensuite, après l'enseignement, après la période d'études, cette expérience professionnelle, donc qui, comme je l'avais dit tout à l'heure, doit être de 4 mois minimum, mais elle peut se faire sous tout format différent. Donc, ça peut être soit un stage, souvent il y a des stages de 6 mois, mais ça peut être aussi un contrat de travail, un CDD, un CDI ou un VIE pour les personnes qui souhaitent avoir une expérience à l'international au sein d'une entreprise française. Donc voilà, 3 mois minimum pour un MSI et 4 mois pour un master spécialisé, bien entendu dans le pays de votre choix. Nous laissons le choix et pour ceci, si vous souhaitez une expérience à l'international, c'est vraiment le moment. Et en parallèle, il ne faut pas oublier de rédiger la thèse professionnelle qui est en fait un exercice de réflexion, de recherche par rapport à un projet professionnel, donc une problématique d'entreprise, et vous serez encadré académiquement par un directeur ou une directrice de thèse pour effectuer l'exercice. Et comme je vous disais, les professeurs, le corps professoral, permanent de SCP, qui est expert dans leur domaine, par exemple en finance, en stratégie, en stratégie, en business développement, en négociation, donc qui seront là pour vous enseigner cette théorie et l'appliquer, et ces professionnels qui seront là lors de cas pratiques, par exemple, qui vous feront faire des projets de groupe autour de thématiques qui sont vues en entreprise pour vous les soumettre et que vous puissiez mettre cette théorie en pratique. Ensuite, là c'est rapidement pour vous donner un panorama de tous nos programmes de master spécialisé Master Science qui couvrent un grand nombre de secteurs. Donc rapidement, nous avons des masters spécialisés Master Science dans tout ce qui est la communication, le marketing et les ventes, les achats aussi. Nous avons des Master Science et Master spécialisés dans tout ce qui est gestion de projet, dans ce qui est le conseil, la stratégie. Également, là, ce sont surtout des Master Science dans tout ce qui est la gestion de données, Big Data, transformation digitale. Nous avons des programmes en entrepreneuriat également, dans l'hospitalité, le tourisme. Dans le prochain secteur, ce sera surtout des masters spécialisés, donc en finance, en audit, en contrôle de gestion, en gestion de patrimoine et en management du droit. Le secteur qui va le plus intéresser, nous avons des MSMSI dans la biopharma, la gestion de tout ce qui est énergie renouvelable ou énergie fossile, également dans le développement durable. Et pour terminer, nous avons des programmes dans tout ce qui est la gestion de projets culturels ou gestion dans les médias. Là, maintenant, je vais passer la parole à Ali. Je vais départager mon écran. Je vais arrêter le partage de mon écran pour qu'Ali, tu puisses prendre le relais sur le programme.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Mathilde. Du coup, rebonjour à tous. Mais du coup, il me faut l'autorisation pour Alors, partager. Yasmine, du coup, on aurait besoin de ton autorisation pour que Ali puisse partager le PowerPoint de son écran. Si... Oui, en Voilà. fait, je vous ai défini en animatrice. Il suffit de faire un Ah oui. comme ça, Parfait. vous passez la main. Alors, tac, tac. Où Dans est-ce que c'est? participant et un Excusez-moi. clic droit, Est-ce que vous pouvez m'expliquer juste, Yasmine, rapidement? Alors, Normalement, au niveau d'écran. Vas-y, pardon. oui, pardon. En participant, vous faites un clic droit Ah, yes. et vous pouvez le nommer animateur. Renommer. Ok, yes. Alors, hop, excusez-moi. Est-ce que c'est... Ah non, non, pardon, excusez-moi. Non, oui, je vais faire ça. Nommer animateur. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Merci. C'est fait. Du coup, Si c'est bon, Ali. ouais, vous allez me dire ça tout de suite, du coup. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran ou pas? Ouais, c'est tout bon. C'est bon? Oui. Alors, juste, je reviens du coup. Donc voilà, maintenant, déjà je remercie Mathilde et Yasmine et toute l'équipe donc, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Rebonjour à tous. Donc je vais vous parler du master spécialisé en management pharmaceutique et des biotechnologies que je n'ai pas encore totalement terminé parce que je suis en stage de fin d'études qui arrive bientôt à son terme. Donc, pour faire un tour, une entrée assez rapide sur le master, donc c'est un master qui est classé dans le top 10 mondial et qui est leader en France depuis plus de 30 ans maintenant. Si je ne me trompe pas, il existe même depuis 35 ans. Pour trois raisons. C'est un master qui est dont la notoriété de la formation donc, est fortement reconnue auprès des étudiants, notamment, qui souhaitent donc, faire ce master. Comme vous pouvez le voir, il a eu le meilleur score sur le nombre de candidatures à la session de janvier 2019 parmi 15 autres MS de l'école et le meilleur taux de confirmation également. Et c'est un master aussi qui a une très forte notoriété au niveau des recruteurs et qui donne aussi de bons débouchés à la sortie du MS, des salaires qui sont attractifs également. Et, et pour finir, donc, il y a un retour très satisfaisant de la part des anciens. Je crois que je vais pas partager. Ça va être mieux comme ça, je pense. Du coup, donc, pour les apports du master, donc c'est un programme qui est spécialement dédié au métier de la santé, au secteur de la santé. Donc, et il est très professionnalisant parce que on travaille donc, mis à part les cours théoriques qu'on peut avoir, comme des cours de marketing, de management, de comptabilité ou encore de Excel et plein de cours théoriques comme on peut s'attendre pour apprendre les bases et donc connaître certains rouages du secteur et des différents métiers. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on travaille euh, uniquement sur des projets qu'on fait donc en groupe et on est constamment donc en immersion sur des projets, des cas très souvent même réels qui se sont passés. Bien sûr, c'était des cas généralement passés, mais on nous met face à certaines problématiques qui ont déjà eu lieu et on a donc la chance de pouvoir développer en fait certaines aptitudes en quelque sorte sur le terrain, ce qui est une très très bonne façon d'apprendre. Et le fait d'être en groupe, en fait, nous permet d'être en immersion professionnelle parce que dans un cabinet ou une entreprise, plus tard pour chacun d'entre nous, j'espère, on ne choisit pas avec qui on travaille. Donc, qu'il y ait une bonne entente, c'est tant mieux. S'il y a une mauvaise entente, c'est tout autre chose. Mais il faut quand même, du coup, travailler. Donc, c'est intéressant cet aspect de la formation. Autre aspect très intéressant, on a eu la possibilité de faire un hackathon et on était la première promotion à pouvoir le faire. On avait par exemple une journée entière pour être donc dans la peau de journaliste et en fait de rédiger un magazine de A à Z, que ce soit de faire les interviews, les rédactions, de faire les publicités, d'échanger les rôles d'être journaliste ou interviewé.
Et donc, c'était très intéressant à ce niveau-là parce que c'était une présentation de notre master et c'est un support qui est très souvent utilisé comme exemple de la pluridisciplinarité qu'on peut rencontrer au sein du master. Par la suite, on a des intervenants qui sont de grande qualité. On ne se rend pas compte en tant qu'étudiant, mais parfois, enfin la plupart du temps même, face à nous, nous avons des intervenants qui sont des PDG de grands groupes pharmaceutiques ou même des partenaires dans de grands cabinets de conseil. Comme on peut voir, en 2018, Guillaume Leroy était donc le parrain de la promotion. Dans ma promotion, c'était Jean-François Brochard, qui est général manager chez Roche. Et cette année, donc, la nouvelle promotion, elle a Olivier Nataf et le parrain, c'est le président d'AstraZeneca en France. Donc, pour continuer donc, sur les apports du MSM, c'est un master qui reste donc proche de son secteur avec des partenariats très forts avec plusieurs groupes et autres cabinets de consulting comme Capgemini ou donc par rapport aux industries de la santé, je peux citer Bibrone comme vous pouvez voir dans la liste, avec qui on a fait une activité en immersion sur les parcours de soins dans leurs locaux à Paris. Et c'était très intéressant parce qu'on était en totale immersion dans le métier. On avait proposé et réfléchi à des solutions concrètes. Nous avons travaillé aussi avec le cabinet 3' pour représenter en fait comment dire, c'était dans la communication digitale liée à la santé. Donc, on devait proposer à ce niveau-là des solutions de communication. C'était un aspect tout aussi différent qui était apporté par rapport à notre parcours et quelque chose qu'on ne savait pas faire ou qu'on ne pouvait pas imaginer développer. Nous avons travaillé aussi avec Menarini pour connaître le travail d'un chef de produit, notamment donc, dans le marketing, dans une industrie de la santé, et pour voir du coup les différents rôles et les différentes responsabilités qu'on pourrait avoir si on décidait d'aller dans cette direction-là. Le MSM aussi, je ne sais pas si vous suivez, mais il a une page Facebook, une page LinkedIn, Twitter et Instagram qui sont gérés par les community managers qui sont élus du coup à chaque rentrée. Donc, pour vraiment mettre en immersion la vie des étudiants, les professionnels qu'on rencontre, les actions qui sont menées. Et cela, on peut aussi le voir avec l'association des Caducées, qui est donc l'association propre du master, qui est une vraie association au sens juridique du terme, avec un bureau, avec le président, le trésorier, donc toute l'équipe, et différents pôles comme le pôle santé publique, le pôle événementiel et culturel, le pôle communication, partenariat, soirée des anciens et la nuit des caducées également. Donc, c'est une façon également de faire vivre le master et de maintenir aussi un lien avec tous les alumni et donc de créer une forte cohésion et d'enrichir également son réseau et monter aussi et développer aussi des compétences comme peuvent le développer notamment ceux qui ont été dans le pôle partenariat, où donc ils devaient donc trouver des partenaires pour faire vivre l'association, et le pôle communication. Et donc voilà pour cette partie-là. L'autre point donc, qui est très intéressant du master et que je trouve est un énorme plus, c'est que c'est un master donc, qui est assez international. J'ai eu la chance, parce que la Covid n'était pas encore, ne nous avait pas impacté à l'époque, donc de faire le séminaire de 5 semaines à Londres. C'était de mi-novembre à fin décembre, donc c'était une très belle période pour être à Londres. Et on est parti toute la promo sur le campus et nous avons eu donc tous nos cours sur place. Et c'était très intéressant et enrichissant professionnellement et personnellement. On a pu visiter les locaux de AstraZeneca à Cambridge et donc rencontrer encore plus de professionnels là-bas. Et on avait eu des cours avec un consultant en stratégie donc du cabinet Strategy End. Et nous avons aussi également des interventions de professionnels qui travaillent chez Acuvia,
pour développer des compétences, par exemple au niveau des forces de vente dans les industries. Parce qu'il faut rappeler qu'avec UVIA, c'est à la fois, il y a une partie en fait data qui recueille donc toutes les données pharmaceutiques et qui est donc la plus grande banque de données, et une partie conseil qui se distingue en plusieurs parties. Ce qui rejoint donc du coup ce point par rapport au réseau des alumni donc du MS, qui est riche de 1500 décideurs qui ont fait cet MS donc avant nous et peut-être avant certains d'entre vous, si vous le souhaitez, je l'espère, et donc qui viennent enrichir qui viennent enrichir chaque promo, chaque profil, puisqu'en fait, on a accès à ce réseau, on a accès à ces personnes-là, et ça se fait de façon assez simple, parce ils sont disponibles et on peut en fait euh, en fait développer un réseau très fort à travers ce master-là. Et d'ailleurs, mis à part le côté des grands décideurs donc, ou cadres qui sont au sein de l'industrie pharmaceutique ou des medtech aujourd'hui, c'est le réseau, de ce qu'on nous avait dit, et j'en suis convaincu, c'est un réseau qui est aussi grand que le réseau en fait, du Master Grande École de l'ESCP. Et du coup, c'est très très vaste et ça touche vraiment à tous les domaines du secteur. Et c'est ça qui est très intéressant pour les recherches d'emploi par la suite. Donc, et pour du coup développer même ou en savoir plus sur des métiers ou même à titre informatif. Par rapport au profil de la promotion 2021 donc de cette année, qui n'est pas la mienne, donc comme d'ailleurs dans toutes les promos, parce que ces données-là s'apparentent aussi à ma promo, donc il y a beaucoup de nationalités et donc en général, oui, dont moi, il y a 37% d'étudiants qui sont non français. Et nous venons de parcours différents, mais on reste en fait assez plus donc, dirigé vers on vient tous à peu près d'un secteur scientifique. Donc en majorité, c'est vrai qu'il y a plus de pharmaciens. Après, on a beaucoup de PhD également, d'ingénieurs qui sont ingénieurs généralistes ou ingénieurs agro. Nous, dans notre promo, nous avions un médecin, un vétérinaire. Et cette année, si je ne me trompe pas, il y a 2 personnes qui ont fait Sciences Po dans la nouvelle promo. Et sinon, si on justifie en fait notre appétence pour ce master-là et pour ce secteur-là, il n'y a aucun souci par rapport à un projet professionnel de pouvoir intégrer ce master. Mais bon, vous êtes rassuré par la partie pharmacie qui est logique. Et donc, c'est très bien comme ça. Donc, par rapport au débouché après le master, la majorité donc, des étudiants trouvent donc, un travail après, dans les 3 mois donc, à l'issue du diplôme, et on peut se retrouver donc, dans différents secteurs de l'industrie de la santé. Donc, il y en a qui partent travailler directement. Quand je dis directement, ça peut être via le stage ou par la suite un CDI ou un CDD ou un VIE, qui peuvent se retrouver donc, à travailler dans le secteur du marketing dans une industrie donc dans une industrie pharmaceutique, ou bien en poste de medical affairs, ou dans le conseil, comme la voie que j'ai choisie moi, que ce soit du conseil management ou du conseil stratégique, spécialisé toujours dans la life science et healthcare. Il y a aussi les agences de communication et de publicité, comme nous avons parlé avec 3Prime. Et donc après, on peut aussi travailler dans la finance, dans le management des biotech, et dans les fonds d'investissement à capital risque, donc les VC, ou encore travailler donc, dans différents types de biotech ou medtech, que ce soit donc, dans des biotech qui sont plus à visée thérapeutique ou dans la e-santé. Et bien sûr, tout ça, bien sûr, c'est sur une dimension du coup, internationale et fort de son réseau du coup, qui est très axé à l'international. Vous pouvez trouver votre bonheur professionnel, j'ai envie de dire, un peu partout et non pas qu'en France. Et comme je le disais aussi avant, le salaire donc, est assez attractif à la sortie du MS, vu la moyenne que vous pouvez voir de 48 500 € brut annuel. Pour faire le lien avec la diapositive précédente,
avec l'évolution des métiers, et l'évolution du secteur qui est en constante croissance, et c'est de là en fait qu'on trouve tous un intérêt à continuer à travailler dans ce secteur et et à développer des différentes compétences. C'est un master en fait qui continuellement se développe et cherche à être à la page, à se mettre à jour. Et il y a une équipe derrière qui s'occupe de ça et qui le fait très bien et qui recueille qui nous demande des feedbacks, qui nous demande nos avis à chaque promo et qui fait attention aussi, bien sûr, au secteur et à l'évolution du secteur. Pour illustrer ce point-là, par exemple, très simplement, initialement, le master, c'était un master de marketing qui par la suite, au vu de la demande du marché et surtout des recruteurs qui aiment cette double compétence pharmaceutique, scientifique ou ingénieur ou autre, doublée à une compétence managériale forte. On amené le master à se développer vers l'entrepreneuriat, vers le consulting, le capital risque, le market access aussi, où on a eu beaucoup de cours. Vraiment, c'est un master qui évolue continuellement et qui offre donc, du coup un panel de formations et de débouchés qui est très intéressant et à jour avec les évolutions du secteur et même parfois avancer sur le secteur. Pour refaire encore une fois le lien, pour illustrer du coup mes propos, donc le master a évolué. Il se passe. Donc le master en fait commence par une partie de tronc commun et finit à partir de janvier par une partie optionnelle, où on choisit en fait des options qui sont obligatoires suivant le domaine du secteur de la santé pour lequel nous avons une appétence. Donc il y a la partie marketing pharmaceutique international, la partie biotechnologie, entrepreneurship et finance, où donc ici il peut y avoir en fait beaucoup de finances, de VC, de rencontres de professionnels du domaine. Par exemple, ceux qui ont suivi cette spécialisation cette année, ils ont fait un projet sur toute la période avec BPI. Donc là, c'est la banque publique d'investissement qui reçoit en fait beaucoup de startups en développement et qui les accompagne dans leur développement. Et la partie consulting, big tech et data management, celle que j'ai suivie moi, parce que j'étais intéressé par le consulting initialement, mais aussi par la data et les traitements des données en santé, dans laquelle donc, on a pu rencontrer une très grande quantité de cabinets de consulting. Et quand je dis de consulting, ça peut être donc de management ou de stratégie. C'est grâce d'ailleurs à cette spécialité que j'ai pu trouver mon stage, parce que du coup, j'ai pu approcher les cabinets de façon directe, les interlocuteurs sont devant nous, donc c'est comme des mini-entretiens. Et on avait eu l'occasion cette année de travailler avec le Healthcare Data Institute, avec qui on a un nouveau partenariat, qui est donc très récent, qui est un think tank du coup qui travaille sur l'emploi des données en santé et donc à tous les niveaux, publics, privés, de la supply chain. Et vraiment, c'était très intéressant de travailler avec eux parce qu'on a fait un travail en fond sur les données de santé. Voilà, c'est fini pour ma partie. Je vais Mathilde, si tu m'entends, est-ce que je te rends le... Oui. Ou bien je continue si tu veux, c'est juste une slide si tu veux. Je peux. Ou sinon, oui, à la limite, garde le contrôle et tu me mets juste sur l'autre slide et on reprend la voix. Voilà. Tu peux juste... Voilà, merci beaucoup, Ali. En tout cas, c'était très complet. Je pense que tout le monde a eu un beau panorama qui est au final très descriptif du programme, tant que ce soit sur le contenu, sur les intervenants professionnels, les cours que tu peux avoir, également tous les projets de groupe, aussi les voyages normalement qui sont inclus et oui. l'après-MS. C'est vrai que je n'ai pas mentionné le séminaire international qu'on fait normalement en mars parce que bon, je l'ai oublié parce qu'on n'a pas pu le faire à cause de la crise sanitaire. Du coup, je l'ai oublié, mais il est bien prévu. Rapidement, c'est un séminaire d'1 semaine qui est prévu dans un des grands pôles pharmaceutiques mondiaux. Donc là, depuis quelques années, on revient souvent à Singapour.
Donc, c'est une semaine qui est dédiée vraiment voilà, à la rencontre professionnelle, soit au sein de labos, soit vous suivez des conférences, vous rencontrez des entreprises. C'est le but pendant une semaine, c'est un peu intense, mais le but, c'est de vous donner voilà, une autre façon de voir les choses, une autre façon de travailler dans une dimension tout à fait internationale, ce qui est très important pour votre carrière. Même si vous commencez en France, je pense que Ali, tu es d'accord, si soit vous travaillez dans le conseil ou même dans la finance ou dans un laboratoire, tout ceci bien sûr dans le domaine de la santé, vous serez amené à travailler en anglais ou avec des équipes internationales. Donc voilà, ce facteur est très important, c'est un pilier aussi du programme. Et voilà, aussi, bon, cette année, le coronavirus très exceptionnel, donc soit il y a voilà, des choses en ligne, des conférences en ligne qui sont organisées. On espère bien entendu que pour 2021, on peut avoir une issue un peu plus heureuse pour le voyage. Mais voilà, cette dimension internationale qui est très importante. Je vais rapidement passer aux admissions parce que Yasmine, je vois que le temps tourne et je me dépêche. Alors, juste, voilà, super, merci beaucoup Ali. Alors, pour les admissions, je crois qu'il reste peut-être une autre slide après. Là, je vais juste parler simplement de conditions d'éligibilité très rapidement. Les conditions d'éligibilité, donc bon, pour vous, majoritairement qui êtes en pharmacie ou autre, enfin en tout cas dans un cursus français, donc plutôt, j'imagine, le master spécialisé. Donc, on est plutôt sur un niveau Bac+4, Bac+5. Les Bac+5 sont privilégiés, sont majoritaires, car c'est la conférence des grandes écoles. Il faut savoir qu'un master spécialisé, c'est un label de la conférence des grandes écoles qui impose voilà, un niveau Bac+5 ou Bac+4 pour un master spécialisé. Pour les Bac+5, voilà, donc un master 2 français ou voilà, un diplôme équivalent à 300 crédits ECTS, qui est le système de crédit européen, universitaire européen. Ensuite, pour le niveau Bac+K, donc ce qui est équivalent à un Master 1, donc 240 crédits ECTS. Donc là, pour ceux qui pourraient être éventuellement dans ce cas-là, qui sont au niveau Master 1, si vous avez 3 ans d'expérience post-diplôme, post-master en contrat de travail, donc CDD, CDI, vous pouvez prétendre au lot, on dira Bac+5, Master 2. Donc, vous pouvez être considéré dans ce lot, mais ne sont pas pris en compte les stages et les alternances. Ça, c'est important à spécifier. Et pour les autres donc, qui ont un niveau Master 1 sans forcément 3 ans d'expérience ensuite, il y a une limite de 30% des effectifs Master 1 par programme de Master spécialisé. Donc, ça, c'est à savoir. Comme a montré Ali, on a eu un beau graphique pour montrer d'où venaient nos étudiants. Donc, notre but, c'est de diversifier les profils. Bien entendu, par exemple, pour le MS Biopharma, c'est vrai qu'on voit une large majorité de pharmaciens ou de PhD, par exemple, en bio, ou qui viennent de la biotech, etc., quelques médecins, vétérinaires, etc. Mais il faut savoir que c'est vraiment en fonction de votre projet professionnel. Si votre projet professionnel est de travailler dans l'industrie de la santé, que le projet est cohérent, vous êtes, le directeur scientifique sera heureux de vous accueillir. On l'a vu cette année avec des profils peut-être plus minoritaires, mais qui viennent de Sciences Po ou qui viennent d'écoles de commerce aussi, parfois. Donc voilà, pour préciser. Et bien entendu, la maîtrise du français et de l'anglais. On a beaucoup de cours en anglais dans ce programme-là. Donc, le directeur scientifique accorde une attention particulière au niveau d'anglais. Je vais juste demander à la slide suivante, s'il te plaît, Ali. Pardon. C'est pas grave. Merci beaucoup. Donc, rapidement, comment postuler? Voilà. Somme toute assez classique pour la procédure. Un dossier de candidature en ligne où il faut fournir un test d'anglais, TOEFL, TOEIC ou IELTS, ce que nous acceptons. Il n'y a pas besoin de GMAT ou de TAJMAT, c'est uniquement pour le MS Finance. Donc, vous n'avez pas besoin de passer ce type de test. Voilà, donc le test d'anglais. Ensuite, il y a quelques questions auxquelles il faut répondre dans le dossier de candidature sur votre motivation, votre projet professionnel, une expérience à l'international, une passion. Voilà, ce qui remplacera la lettre de motivation. Ensuite, très classique, on va demander des lettres de recommandation. Importance, idéalement, c'est bien d'avoir une lettre de recommandation professionnelle et une académique. Mais si vous en avez 2 professionnels, ça reste très apprécié pour nous. Après, le CV, une carte d'identité, etc. Donc, ça, on reste plutôt sur les documents classiques.
Et ensuite, le directeur scientifique donc, reçoit tous ces dossiers de candidature, il va tous les analyser et les étudier un par un, il va leur donner une note, et ensuite il verra, il sélectionnera ceux qui sont admissibles pour l'oral. Donc l'oral, c'est un entretien de motivation. On pourra en parler, ouais, il nous reste 10 minutes, on pourra en parler peut-être, Ali, tu pourras en parler rapidement. Un entretien de motivation pour bien valider ce qu'on a vu, votre profil, votre CV, votre projet professionnel et votre motivation pour rejoindre l'EMS. Voilà. Voilà. Du coup, voilà, juste pour rajouter sur ce point-là, les entretiens sont vraiment se passent très bien en général parce que quand ils valident un dossier, ils sont déjà convaincus par le profil. Ils veulent donc juste simplement s'assurer avec beaucoup de bienveillance que c'est bien le profil qu'ils avaient sous les yeux sous format papier qui est bien en face d'eux. Et donc, ça se déroule en général. Il n'y a que de bons retours. Et je le dis en connaissance de cause, pas parce que j'ai réussi l'entretien, mais parce que en tant que délégué de ma promo, j'ai accompagné beaucoup d'étudiants de la nouvelle promo donc dans leurs entretiens, dans la préparation des entretiens, et j'ai eu les retours par la suite. Donc c'est unanime que en fait, le jury est très bienveillant. Voilà. Yasmine, peut-être que l'on peut lancer les questions. Hop. Et juste, Ali, est-ce que tu peux aller sur la dernière slide? Il y a mon contact ainsi que celui d'Enan pour les admissions. Voilà. Comme ça, vous pourrez tous noter avant que l'on puisse, en même temps que vous posez vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et intéressante. On peut donc passer aux questions. Il y en a quelques-unes dans le chat. Alors, première question, quelle différence majeure y a-t-il entre les MS Biotech avec l'option entrepreneuriat et le MS Entrepreneuriat de l'ESCP Innover et Entreprendre? Alors, c'est un peu coupé. Si la question, si j'ai bien compris ma question, c'est quelle est la différence avec le MS en entrepreneuriat, c'est ça? MS Biopharma, MS Entrepreneuriat? Oui, c'est Ouais, ça. c'est bien ça. Si ça coupe. D'accord, d'accord. Donc, si tout le monde entend bien, je vais peut-être prendre le relais, Ali. Donc, voilà, un MS, comme on vous l'a dit, c'est vraiment sur un secteur très spécial, très défini. Donc là, on va être vraiment pour le MS entrepreneuriat sur comment monter une entreprise. Donc, cela va être toute la théorie et la pratique que vous avez besoin pour monter une entreprise dans n'importe quel secteur. On a des profils complètement différents dans la promotion du MS Innover et Entreprendre. Et c'est pour avoir toutes les clés, tous les outils pour monter une entreprise. On est sur un format un peu différent. Il y a toujours une période d'études, 50% de théorie, 50% de pratique. Vous appliquez directement la théorie avec des intervenants professionnels. Ensuite, la mission professionnelle, c'est plus l'élaboration d'un business plan et vous êtes accompagné par un coach. Ou pour les personnes, alors peut-être que ça peut intéresser certains, il y a à peu près 5 à 10% de personnes dans ce Master Innover Entreprendre qui sont intéressées par l'intrapreneuriat. Donc, c'est-à-dire pour créer des branches au sein de grands groupes, dans n'importe quel secteur, ou pour rejoindre des cabinets de conseil. Plutôt des cabinets de conseil, donc du coup, on serait plutôt dans le conseil, dans l'entrepreneuriat. Mais pour l'intrapreneuriat, ces personnes-là vont plutôt effectuer du coup un stage en entreprise lors de cette mission professionnelle. Alors que le MS Biopharma, on est vraiment sur l'apprentissage des pratiques managériales liées au domaine de la santé, à l'industrie de la santé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation très claire. On va alterner aussi les questions du coup avec Yasmine. Il y en avait une deuxième du coup qui concernait l'option International Pharmaceutical Marketing Management, avec peut-être des précisions sur le contenu, j'imagine. Peut-être Ali, si tu as des camarades de promotion qui ont suivi l'aspect. Ce n'est pas donc la spécialisation que j'ai suivie, Ouais. mais donc du coup, ce que je sais, c'est qu'ils ont eu également donc, des projets professionnalisants où ils ont eu des interventions de grands groupes et sur lesquels ils ont pu travailler sur des projets concrets pour développer du coup des compétences pour pouvoir travailler dans le marketing pharmaceutique, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale. Voilà, donc dans le marketing lié au domaine de la santé, par exemple, on peut citer des professions comme chef de produit, par exemple, responsable marketing, voilà. C'est pour former à ce type de poste dans des structures, dans n'importe quelle structure du domaine de la santé, voilà, qui peuvent avoir un département marketing.
Donc, si ça peut intéresser certains d'entre vous. Alors, je ne sais pas si on m'entend mieux, mais du coup, il y a une autre question quels sont les types de postes les plus courants qu'occupent les jeunes diplômés du MS dans l'industrie pharmaceutique? On a, du coup, je vais répondre, tu pourras compléter si tu veux. Du coup, beaucoup se retrouvent donc en industrie, donc en marketing pharmaceutique en tant que chef de produit. En général, c'est plus des postes au tout début qui commencent à l'échelle plus nationale. Et après, suivant les disponibilités donc, des différents types de stages, ça peut être des postes donc, un peu plus internationaux. Beaucoup se retrouvent aussi dans le conseil. On a aussi donc le conseil, mais qui reste spécifique au secteur de la santé. Vient également le côté venture capital, où ils travaillent donc dans des banques d'investissement, donc comme BPI par exemple. Et donc, ça leur permet aussi de développer ces compétences-là par rapport au management des biotech. Mais ça, vous en saurez plus sur le métier si vous choisissez cette voie-là. Et également, il y en a beaucoup qui font aussi du business développement auprès de startups ou dans d'autres cabinets ou dans l'industrie. Et on retrouve aussi très souvent des postes en médical affaires, en affaires médicales. Voilà. Tout à fait. Bah, non, tu as très bien résumé. Voilà, il y a aussi le financement de projets dans le domaine de la santé. Il y en a qui peuvent peut-être créer des entreprises également. Tout ce qui peut avoir un lien avec la gestion et le domaine de la santé, c'est vraiment vaste. Ça peut aller aussi de la start-up au labo, au grand groupe multinational. Pour le coup, c'est vraiment un programme qui a un énorme réseau et vraiment, je pèse mes mots. C'est le premier programme en France. Il y a beaucoup de personnes qui ont des postes à responsabilité dans des grandes structures aujourd'hui. Donc, comme tu disais, Ali, des PDG, parfois des directeurs qui viennent vous faire cours directement parce qu'ils ont fait ce master. En fait, il existe depuis 35 ans. Et souvent, les personnes qui ont des postes à responsabilité aujourd'hui sont passées par ce master. Ils connaissent très bien le directeur scientifique qui s'appelle le professeur Frédéric Jalin. Donc voilà, il y a un énorme réseau. Le réseau est très présent des professionnels. Voilà, avec la nuit des caducées, par exemple, où il y a un système où voilà, les entreprises sont récompensées par les étudiants pour des campagnes de communication, de pub. Et c'est aussi une manière pour les étudiants d'approcher ces directeurs directement. Donc voilà, on a la chance d'avoir un programme top qui a un gros réseau qui correspond aux attentes et aux besoins des structures du domaine de la santé. Donc, on continue comme ça et on continue à bien se renouveler et à avoir le meilleur niveau possible pour que vous puissiez, en fait, que vous puissiez atteindre un objectif de carrière plus rapidement que peut-être sans un MS et surtout dans n'importe quelle structure, en France ou à l'international, juste après 6 mois d'études. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Et la richesse de ce réseau, ce qui est très bien aussi, c'est que, mis à part le fait d'être ils sont très accessibles et ils nous conseillent et en fait, ils nous permettent aussi de pouvoir se projeter dans différents métiers. Et même certains d'entre nous qui sont arrivés avec un projet pro par rapport à un métier qu'ils voulaient suivre ont changé d'avis et maintenant sont très heureux de faire leur stage dans une autre structure et d'avoir adapté. Parce qu'aussi, on sait très bien le secteur est en perpétuelle évolution, mais nous aussi, on réfléchit et on apprend plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et c'est ce qui est très intéressant dans ce master parce qu'il reste dans le secteur qu'on a choisi, mais il nous offre un panel extrêmement vaste, riche et large de tout ce qu'on peut faire. Exactement, c'est vraiment une découverte de plusieurs domaines, plusieurs postes, et ça on le retrouve chaque année dans le MS Biopharma, parce que c'est normal, vous venez d'une filière qui n'est pas issue du management, donc c'est aussi une découverte, tous ces métiers de gestion liés au domaine de la santé. Donc on le voit chaque année, des personnes qui disent je vais faire du marketing et qui finalement se retrouvent en financement de projet, en finance. Donc voilà, ce tronc commun, au début de l'année, vous permet, de septembre à décembre, vous permet de vous familiariser et de découvrir des choses et ensuite de vous spécialiser dans la spécialisation de votre choix. Voilà. C'est peut-être une dernière question, je vois que le temps tourne, donc désolée. Je pense qu'on va vous envoyer les questions qui restent par mail. D'accord, très bien. Problème. Très bien. Aucun souci.
pour moi. Je vais juste me permettre de juste préciser quelque chose. On organise chaque année voilà, un webinar, une réunion d'information en ligne pour chaque MS. Et on a celui pour le MS Biopharma, donc qui est la semaine prochaine, le 12 novembre de 18h à 19h. Si vous allez sur le site de ESCP Business School, sur la page web du MS Biopharma, vous pourrez vous inscrire. Donc, ça sera dédié au MS Biopharma avec le directeur scientifique et un ancien élève, normalement. Ce sera moi. Voilà. Exactement, voilà. Je voulais juste bien valider. Voilà, donc là, c'est vraiment aussi pour que vous ayez un avis académique du directeur scientifique qui sera là pour vraiment aller en profondeur dans le programme. Vous avez déjà eu un très bel aperçu, mais voilà, on pourra confronter et partager la vie académique et la vie estudiantin avec Ali. On pourra aller un peu plus loin dans les questions. Si vous avez d'autres questions, on pourra aussi les poser lors de ces webinaires. Donc, vous pourrez vous inscrire voilà, via la page web du MS. Donc, c'est une autre façon. Et nous avons aussi une journée master spécialisée ce 7 novembre qui est en ligne. Où vous aurez une masterclass qui pourra être dispensée par le directeur scientifique. C'est aussi très intéressant. Voilà, donc nous avons plusieurs événements qui pourront vous être très utiles et nous restons à votre disposition. Donc voilà, vous avez mon contact pour tout ce qui est demande d'information générale, programme, évaluation de profil. Je peux vous rediriger vers les délégués, par exemple, pour tout ce qui concerne les cours. Et pour tout ce qui est vraiment processus d'admission de cette candidature, c'est ma collègue Hénane Mougnon qu'il faut contacter. Voilà. Et juste, je vais rajouter un tout petit point. N'hésitez pas aussi à contacter, donc, comme tu as dit, donc, les délégués, vous pouvez trouver nos mails sur la page du master et utiliser LinkedIn, aller parler aux anciens, vous écrivez SCP, le nom du master. Donc, les profils vont sortir et n'hésitez pas à poser des questions aux anciens, ils répondent. Enfin, du moins, moi, je réponds et on m'a répondu, donc, donc n'hésitez pas. Donc, voilà. Super, c'est noté, merci beaucoup et on vous remercie vraiment, Madame Tournis et Ali, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps de nous faire cette présentation. C'était très intéressant, complet et enrichissant et c'est très important de présenter les différents masters aux étudiants et on est très content d'avoir pu faire découvrir celui-là aux étudiants. Mais tant mieux, je pense que c'est nous aussi qui vous remercions d'être si nombreux ce soir. Merci beaucoup pour toute votre attention, d'avoir été si nombreux. On reste à votre disposition. On espère que vous avez eu des informations complètes et n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Même si on ne répond pas forcément tout de suite, on prendra du temps pour y répondre. On peut organiser des rendez-vous, des entretiens téléphoniques. Ali pourra être là, ainsi que ses collègues délégués pour répondre à vos questions plus techniques, peut-être sur les cours ou par rapport au processus d'admission. Donc, n'hésitez surtout pas. Et même par la suite, pour les entretiens, si vous êtes admissible, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à tous les deux. Et pour ceux qui sont encore là, du coup, restez avec nous parce qu'on va parler tout de suite de business développement dans l'heure qui nous reste jusqu'à 21h. Donc, je ne sais pas s'il y en a là qui viennent d'arriver. Juste, Yasmine, on va peut-être éventuellement se représenter rapidement avant de laisser la parole à Romain. Donc, du coup, pour se représenter, donc, moi, je suis du coup un ancien élève donc, des masters ingénierie de la santé, diplômé l'année dernière. Et aussi donc, le cofondateur de la nouvelle association d'anciens élèves d'Alumni, donc Biosphère Alpes. Voilà, donc notamment, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et aussi on a un site internet donc, où on poste régulièrement des offres de stage, de thèses, d'emploi. Donc ça peut vous intéresser. Si vous êtes étudiant en biotech et en master ingénierie de la santé à Grenoble ou ancien élève, comme Romain aussi qui du coup est aujourd'hui parmi nous. Voilà, donc je vais te laisser la parole, Yasmine, peut-être pour te représenter rapidement la GPI aussi, et puis après on pourra y aller. Alors, ok, merci Nicolas. Du coup, moi, c'est Yasmine, étudiante en 5e année de pharmacie à la faculté de Grenoble. Et ce soir, je représente l'AGPI, qui est l'association grenobloise des étudiants en pharmacie industrielle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, notre rôle, c'est de promouvoir la pharmacie industrielle auprès des étudiants et permettre aux étudiants de construire leur projet pro à travers l'accès à des ateliers, à des conférences. Ça a coupé ? Vous m'entendez toujours bien ? Ouais, il y a eu un petit bug, mais on t'entend.
Ok, bah, je disais que voilà, un peu comme j'ai répété tout à l'heure, nous, notre rôle, c'est de aider les étudiants à construire leurs projets pro à travers des ateliers, des conférences et divers événements, comme la conférence de ce soir. Merci beaucoup. Et du coup, donc, on a l'honneur d'accueillir pendant 1 heure donc, Romain Gray. Questions-réponses à la fin. Donc, Romain, je te laisse la parole. Super, merci. C'est super que vous soyez aussi nombreux à cette heure-là pour un webinaire. Merci à tous. Écoutez, je vais essayer de répondre à toutes vos questions, au moins à la fin. Je vous ai fait quelques slides qui présentent les différents métiers de business développeur. Et voilà, on va pouvoir commencer par ça. Je vous partage mes slides ou comment est-ce que vous voulez faire? Je vais vous définir en animateur, comme ça vous pouvez faire un partage d'écran, si c'est OK pour vous. Ouais, parfait. Voilà, c'est tout bon. Allez, hop. Vous voyez les slides? Ça arrive. Ça arrive, ouais. C'est tout bon. Parfait. Alors, on commence. Donc, moi, je suis directeur commercial. Donc, c'est en fait du business développement. Ça fait 10 ans que je fais ça dans l'industrie pharma, biotech aussi. Et maintenant, depuis 4 ans, dans des CRO, donc des entreprises qui sont plus orientées sur du service. Je vous expliquerai un peu la différence des métiers. On met dans le même package business développement, mais que ce soit dans la pharma ou en fait dans la CRO, c'est deux métiers qui sont légèrement différents. Moi, je viens de Grenoble. J'ai fait l'UFR de pharmacie en master biotech, thérapie cellulaire, et j'ai fait le MS, pas à l'ESCP, mais à Grenoble École de Management. Donc à l'époque, il était basé à Grenoble. Maintenant, il me semble qu'il est à Paris. Et évidemment, je peux que vous le recommander. C'est vraiment un tremplin. Je veux dire, à la base, quand on a fait bio ou pharma, on est des scientifiques et d'apprendre les métiers du management, de la commercialisation, du marketing. Ben, en fait, c'est pas inné et ça s'invente pas. Il faut faire des formations, quoi. Même si le gros de l'apprentissage se fait, selon moi, sur le terrain, mais c'est un tremplin en fait. Hein. C'est vraiment pour avoir les bases pour pouvoir continuer. Ça, c'est quelques mots autour de mon parcours. En fait, j'ai commencé comme business développeur, ce qu'on appelle licensing out. Je vous expliquerai la différence avec licensing in. Donc, j'ai commencé d'abord en Suisse après mon école de commerce chez une biotech qui développait des vaccins anti-allergiques. Et l'idée, c'était de vendre le brevet de ce vaccin-là à l'industrie pharma. Voilà, qui a été vendu in fine à une big pharma. Ensuite, je suis passé chez Sanofi sur la partie licensing in. Donc là, c'est plutôt être business développeur, mais pour chercher des brevets à internaliser et à racheter en fait aux petites sociétés biotech pour les internaliser dans le portefeuille de Sanofi. Ensuite, je suis passé dans le monde de la CRO, donc plutôt côté service, comme BD Manager chez Innovation, société grenobloise. Ensuite, je suis passé directeur commercial business développement dans la société Transcure, qui est à la frontière suisse, qui propose en fait des modèles animaux pour la préclinique. Et depuis 6 mois maintenant, chez BioAgilytix, c'est une société américaine. Ils ont 2 labos aux US et un labo en Europe. Je suis directeur commercial pour cette boîte en Europe.
Et là, c'est de la vente de services autour de tout ce qui est analyse biologique clinique et réglementaire. Donc là, je vous ai fait une petite slide, c'est pour vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est vraiment le business développement. Et ben, selon moi, en fait, c'est simplement être le lien entre le client et l'entreprise pour qui vous allez travailler. Et l'idée, en fait, c'est de mettre de l'huile dans les rouages. Et vous êtes souvent le premier contact. C'est vous qui faites la démarche pour aller rencontrer et contacter des clients. Vous centralisez tous les besoins du client. Donc, en général, lors du premier contact, vous posez des questions et vous vous rendez compte de certains besoins. Et votre rôle, en fait, c'est de trouver les solutions en interne dans votre boîte pour répondre à ces besoins et répondre à ses clients. L'idée, c'est de faire évidemment avancer les projets et vous êtes vraiment à l'interface. Il n'y a personne d'autre qui fait ça dans les entreprises. Vous êtes à l'interface entre les clients et tous les services de votre entreprise. Donc, vous pouvez être en contact chez vos clients directement avec le CEO, si c'est une petite boîte, avec le directeur scientifique. Vous pouvez être en contact avec le service juridique, le service achat, les chefs de projet qui ont fait le besoin scientifique. Vous avez ce qui s'appelle les alliance managers aussi. C'est plutôt pour les grosses boîtes. C'est des personnes qui sont là pour gérer de manière transversale les projets de vos clients. Et les outsourcing managers, là, c'est plutôt pour la partie achat. Et en fait, vous faites le lien avec toutes ces personnalités et toutes ces fonctions clients. Faites ce lien-là dans votre entreprise pour trouver des solutions auprès du CEO, auprès du service juridique. Donc, quand on dit service juridique, souvent les entreprises ont envie de mettre en place des contrats de confidentialité ou alors des contrats cadres qui vont définir le cadre juridique dans lequel vous allez travailler avec ces boîtes. Comme on parle de pharma, il y a beaucoup de brevets et de secrets industriels. Donc, c'est un aspect assez important du métier. Vous êtes en relation avec les chefs de projet en interne qui vous font passer les messages à transmettre aux clients. Avec la partie opérationnelle, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est capable de débuter le projet pour ce client-là. Avec la finance, parce que vous émettez des devis voilà, vous émettez des devis et eux, ils ont envie de savoir quand est-ce que le deal va être signé, dans combien de temps est-ce qu'on va avoir les premiers revenus. Donc, c'est super important aussi pour la partie financière, pour tout ce qui est forecasting et prévision du chiffre d'affaires. Donc, vous êtes à l'interface de ça. La partie marketing, parce qu'il n'y a que vous qui êtes sur le terrain. Les personnes qui font du marketing ne voient pas les clients et connaissent pas les besoins. Donc, c'est à vous de questionner les clients pour faire remonter les besoins au marketing dans votre boîte. Et ensuite, il y a la partie scientifique parce que encore une fois, vous écoutez les besoins des scientifiques qui sont vos clients et vous essayez d'orienter en fait en interne peut-être un développement scientifique qui pourrait répondre à un besoin. Donc ça c'était pour les grandes lignes. Et en fait, quand on parle de business développement, il y a deux grandes catégories. Soit on fait du business développement dans l'industrie pharmaceutique et dans une pharma, donc une boîte qui développe des médicaments ou une biotech, soit vous faites du business développement dans une CRO, une entreprise qui va vendre des services à la société pharma ou biotech. Donc là, je vous ai fait deux slides qui vous décrivent la différence de ces deux métiers. Cette première slide, c'est sur la partie pharma. Donc, quand vous êtes business developer dans l'industrie pharmaceutique, ce que vous allez vendre ou ce que vous allez essayer d'acheter, c'est des brevets. En fait, la stratégie maintenant de développement du médicament, elle est extrêmement stratifiée. Typiquement, la majorité des innovations, en général, vient de l'académique. Ils déposent des brevets. Une fois que ces brevets sont déposés au niveau académique, les universités créent des spin-offs. Donc, c'est une entreprise issue de la recherche académique et qui devient une petite start-up, une petite biotech. Ces biotech cherchent des financements et vont essayer de développer le candidat médicament
à travers des phases de discovery, de préclinique jusqu'à la phase IND. Et s'ils ont assez de budget, ils vont pouvoir se lancer en phase 1, voire phase 2, s'ils ont les reins solides. Et à ce moment-là, en général, ces petites biotech font des deals qu'on appelle des deals de licensing, et ils vont vendre en fait ces brevets-là à l'industrie pharmaceutique. Donc, quand vous êtes business developer d'une petite biotech, c'était mon expérience, ma première expérience en Suisse. Et ben, tout l'objectif était de vendre ce brevet-là à une big pharma pour qu'elle puisse reprendre la propriété intellectuelle et les connaissances scientifiques et développer ensuite avec beaucoup plus de budget ce médicament au travers des phases 3, 4 et mise sur le marché. Et ensuite, il y a toute la partie, bien sûr, commercialisation. Et aujourd'hui, c'est là que les grosses pharma excellent, en fait. C'est dans la logistique de commercialisation des médicaments. Quand on regarde les budgets dépensés en R&D, ils sont de plus en plus petits parce qu'en fait, ils sont supportés par la recherche académique et par les biotech. Donc ça, c'est le premier aspect. Quand on est business developer dans une biotech, on essaie de vendre la licence à ces grands groupes. Et donc, ça s'appelle du licensing out. Et quand on est sur la partie Big Pharma, c'était mon expérience chez Sanofi Pasteur. En fait, vous essayez de trouver des petites biotech qui ont des technologies qui vont pouvoir permettre à votre pipeline de produits de s'améliorer ou de grossir. Donc là, vous allez chercher des brevets à acquérir. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le licensing out. Et en fait, le boulot ici, c'est de faire de la promotion de vos brevets, si c'est des brevets que vous avez, que vous bossez dans une petite biotech, ou alors c'est de chercher des nouveaux brevets, des partenariats industriels, des partenariats scientifiques. Vous faites un peu de marketing aussi et de promotion de l'entreprise ou de la techno. En termes là, je vous ai mis quelques chiffres parce que je suis sûr que ça peut vous intéresser sur les rémunérations en fait en début de carrière et en milieu de carrière. Je connais pas les chiffres fin de carrière parce que ça fait que 10 ans que je suis dans le milieu, mais un salaire de business developer dans l'industrie pharma, ça commence à 30 000 € à l'année, sans compter les bonus liés au deal que vous remportez. Donc, il y a toujours un pourcentage. Si vous faites un gros deal, vous avez toujours un pourcentage qui vous revient à vous. On va dire que c'est 30 000 € à l'année dans l'industrie pharma, et puis ça monte jusqu'à 100 000 € en milieu de carrière, disons après 10-15 ans de carrière. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si c'est prévu de poser toutes les questions à la fin, mais je suis ouvert. Quand on est business developer dans les CRO, donc c'est Contract Research Organization. L'idée en fait, c'est que aujourd'hui, et c'est de plus en plus vrai depuis 10 ans, quasiment tous les aspects du développement du médicament sont confiés à des sociétés de services. Donc en fait, une boîte pharma va faire quasiment 60% d'outsourcing et elle donne ces projets-là à des sociétés de services qui s'appellent des CRO. Et dans ce cadre-là, vous avez aussi du business développement. Alors là, on est plus sur ce qu'on pourrait appeler de la vente, mais de la vente plutôt stratégique. Parce qu'encore une fois, vous êtes à la confluence de la finance, du marketing, de la stratégie de l'entreprise, du légal, et votre objectif, c'est de vendre le service à l'industrie pharma, mais on ne fait pas de la vente. On n'est pas en train de vendre des aspirateurs, c'est de la vente complexe, comme on appelle. C'est de la vente scientifique. Donc, vous avez un client qui a un besoin, qui a une question scientifique, et vous allez essayer d'y répondre. Et évidemment, vous avez pléthore de sociétés de services qui ont chacune leur spécialisation. Vous avez aussi des énormes groupes, des énormes sociétés CRO qui font quasiment tout.
Donc, ils touchent à tout, qui font du légal, qui font de la préclinique, qui font du testing sur les animaux, et puis ensuite qui font de la clinique, du management d'échantillons, etc., etc. Donc là, dans ces métiers-là, on est plus sur un aspect vente, chiffres. Et l'idée, c'est de faire la promotion de votre entreprise, de votre expertise scientifique, d'aider le marketing à orienter les messages justement en marketing au niveau de la communication sur ce que le marché a besoin. Et du coup, ce que vous allez faire, c'est de la vente, donc c'est de la prospection, c'est la création de devis. Vous prenez part bien sûr aux négociations. En général, quand vous êtes business developer, vous êtes responsable de vos clients et de vos offres. Et une fois que vous avez des clients, c'est de faire de la gestion de comptes, qu'on appelle account management. Et là, ce que vous essayez, c'est de pénétrer de plus en plus dans ces grandes entreprises et d'avoir de plus en plus de clients internes. Voilà, et les rémunérations sont plus élevées en CRO. Il y a plus il y a plus de chiffres, il y a plus d'argent à la clé. Vous pouvez commencer à 30 000 euros. Ensuite, en milieu de carrière, vous êtes assez rapidement à 100 000 euros. Et puis, en fin de carrière, plutôt sur les 200 000 euros. Et tout ça, encore une fois, c'est sans compter les bonus annuels qui sont entre 50 et 100 000 euros. Vous pouvez quasiment doubler votre fixe juste avec les bonus liés à vos ventes assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est une slide qui est complètement indigeste. J'ai fait exprès de vous la mettre. C'est pour vous montrer en fait où est-ce que les CRO interviennent dans le développement du médicament. Vous avez ici, première partie, toutes les études précliniques non GLP, ensuite les études de tox GLP, phase 1, phase 2, phase 3, phase 3B, puis ensuite market. Et en fait, à chaque fois, vous voyez que tout ça, ce sont des services qui sont proposés à l'industrie pharmaceutique. Il faut bien comprendre qu'en fait, maintenant, une big pharma ne fait plus le développement de A à Z. Elle sous-traite 60% du boulot. Donc là, je vous ai mis une journée type, semaine type d'un business developer. Et ben, la première chose, c'est qu'en fait, comme vous êtes là pour faire avancer les deals, que ce soit l'achat d'un nouveau brevet, la vente d'un brevet ou la vente d'un service, ben, en fait, les journées, elles se ressemblent pas. Il n'y a pas de journée type parce que votre seul but, c'est de faire avancer les projets. Donc, vous êtes à l'interaction, comme je le disais, avec les demandes du client, avec ce que vous pouvez faire en interne. Et ce que vous essayez de faire, c'est que ça matche et que à la fin, vous puissiez finaliser la vente. On voyage beaucoup, plus de la moitié du temps. Donc, il faut aimer voyager, être dans les avions, être dans les transports. Pour ma part, c'est à peu près 60% de mon temps, hors situation Covid. Donc, c'est de la participation à des salons, à des congrès, c'est de la prospection et des rendez-vous face-to-face ou alors des conf calls, évidemment. La prospection, elle est souvent faite elle est souvent faite, en fait, si vous êtes dans une petite boîte, c'est vous qui la faites, mais si vous êtes dans un grand groupe, c'est des assistants commerciaux qui vous font de la prospection, qui vous ramènent des clients. Mais sinon, c'est à votre charge. Vous passez pas mal de temps à faire du networking et faciliter les discussions. Voilà, c'est exactement ça, faciliter la discussion entre les clients et votre entreprise. Et bien sûr, négociation des deals. Vous travaillez évidemment dans un environnement international. Vous pouvez être chez Sanofi en France, mais en fait, votre boss, il a Sanofi US, et puis de toute façon, vous allez racheter un d'une boîte japonaise. Il y a vraiment et le reste du temps, c'est assez fréquent d'être en home office. Donc moi, c'est mon cas. Ça fait 3 ans maintenant que je suis home office. Donc j'ai plus du tout de bureau attitré à l'entreprise.
Typiquement, moi, la boîte qui m'embauche, c'est une boîte américaine, donc ce serait compliqué. Et le labo qui gère les études en Europe, elle est à Hambourg. Donc voilà, en fait, je travaille de chez moi quand je suis pas en déplacement. Et ça permet d'avoir un équilibre, en fait, un bon équilibre de vie, parce que quand on est 60% du temps à l'extérieur, c'est bien de pouvoir être à la maison. Voilà, donc c'est aussi un avantage. Après, c'est à vous de voir si ça colle avec votre personnalité. Et ensuite, ça c'est ma dernière slide. Je suis allé assez vite finalement. C'est en fait quelles sont les qualités pour effectuer ce métier. Il faut bien comprendre que le business développement, c'est d'abord faire de l'argent et de ramener des deals à l'entreprise. Hein. C'est un rôle de businessman. Et quand vous êtes dans une petite boîte qui a un brevet, qui développe, qui a dépensé la majorité de son budget pour faire une phase 1 ou une phase 2, arriver à ce stade-là, ils ont plus le choix que de vendre le brevet, parce que de toute façon, ils ont plus aucun revenu. Et votre rôle, c'est ça, c'est business développement. Donc, il faut vendre le brevet pour que la boîte survive. Sinon, tout s'arrête du jour au lendemain. Et pareil, si vous êtes dans une entreprise qui vend des services, on vous demandera de faire du chiffre. Donc, c'est avant tout un métier de business. C'est pour ça que je vous ai mis comme qualité l'empathie. Il faut aimer bien sûr le challenge parce que vous allez en avoir. Il faut être social parce que quand on fait du métier dans la vente, c'est presque essentiel. Supporter la pression parce que c'est des rôles en fait où vous avez peu de management et vous êtes assez autonome en fait dans les décisions et dans ce que vous allez faire. Mais par contre, la contrepartie, c'est que il va falloir supporter la pression parce que en fait, ça sera dépendant que de vous. Votre succès sera dépendant que de vous. L'anglais à 100%, il faut être plutôt très très bon en anglais pour pas dire bilingue. De toute façon, vos clients, même s'ils sont en France, c'est souvent des scientifiques qui viennent de l'étranger, donc le meilleur moyen de communiquer, ce sera l'anglais. L'esprit d'entrepreneur aussi, voilà, on se lève le matin, on n'a pas une feuille de route, comme je le disais, on n'a pas une feuille de route qui est préétablie. C'est à vous de vous débrouiller pour que les deals se fassent. Et il n'y a pas de recette miracle. Donc voilà, il faut un esprit entrepreneur. Ensuite, dans les métiers de la pharma et de la CRO, on est tous a priori scientifiques à la base et c'est ça qui est important. Vous allez comprendre les besoins des clients, donc la science avant tout. Ensuite, le marketing, la vente, la finance, des aspects sur la légalisation et les brevets. Ça, c'est des choses qui s'apprennent soit sur le tas, soit en école de commerce. Mais je dirais que voilà, être formé en école de commerce, ça prend 1 an, 2 ans, alors que être scientifique, ça nous a tous pris entre 5 et 6 ans, quoi. Voilà, c'est à la base, on est tous des scientifiques. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, merci beaucoup Romain. Du coup, pareil, on va petite séance de questions-réponses. Du coup, Yasmine, je te laisse commencer si tu veux et je prendrai la suite. Merci beaucoup pour cette présentation. Et du coup, on a une première question qui est la suivante. Est-ce qu'on peut considérer votre métier comme une façon de pallier la perte de vitesse de la R&D dans les big pharma? En fait, c'est tout à fait ça, mais ça fait déjà 20 ans que c'est comme ça. Clairement, c'est tellement risqué en fait de partir de zéro et de réussir à avoir un candidat médicament qui va déjà en phase 1. Le risque est tellement élevé et les coûts sont tellement élevés qu'en fait les big pharma ont de moins en moins envie de passer du temps là-dedans. Donc ils font plutôt confiance à la recherche académique, qui ont là des gens, voilà, c'est des chercheurs qui font que ça, de l'innovation, de l'innovation, de l'innovation. Ensuite, c'est relayé aux biotech, comme je le disais, parce qu'à un moment, être innovant, c'est bien, mais il faut avoir des fonds pour pouvoir avancer. Donc, ouais, c'est une manière de pallier. Mais en fait, moi, j'ai plus l'impression que
c'est pas l'industrie pharma qui a pallié, c'est eux qui se sont désinvestis, donc ça a laissé la place à d'autres personnes pour briller, typiquement les petites biotech. Et les big pharma, je dirais, s'y retrouvent puisqu'elles vont racheter ensuite les brevets. Et là où elles sont fortes, ces big pharma, c'est de faire des grosses études cliniques et de commercialiser les médicaments. Ça s'est stratifié en fait, presque naturellement. Merci beaucoup. Il y avait une autre question aussi, enfin deux questions à la suite. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier et aussi qu'est-ce que tu aimes moins du coup, point positif versus point Ce qui positif. plaît, les points positifs, c'est d'être super autonome. Moi, j'adore le challenge et la compétition, donc là, on est en plein dedans, quoi. Il faut vendre, il faut trouver des solutions. Donc ça, moi, c'est ça qui me passionne. Et puis, vous vous levez le matin et vous faites un deal à 1 million. Vous touchez 2 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros. C'est hyper motivant. En fait, la motivation vient toute seule, quoi. Pour moi, c'est comme un jeu, en fait. Vous vous levez le matin. OK, qu'est-ce qu'on fait ce matin pour remporter ces deals et puis pour gagner de l'argent, quoi. Et les points plus négatifs, du coup, si tu en as. Et les points plus négatifs, il faut être dans une boîte qui fonctionne super bien parce que sinon, ça peut être la galère. Euh, il faut miser sur le bon cheval quand vous allez être embauché dans une boîte pour être sûr. Parce que si vous rentrez, vous sortez des études, vous rentrez dans une pharma qui a une techno qui est pas démente et vous allez jamais réussir à vendre le brevet, ça va être hyper frustrant. Et pareil, si vous rentrez dans une CRO qui est connu de personnes et que votre service il est pas terrible, bah en fait vous vendez rien et c'est super frustrant. Après, ce qui peut pallier à ça, c'est que c'est des métiers où on peut changer plutôt rapidement, quoi. Je veux dire, c'est pas rare de changer tous les 2-3 ans, changer de boîte pour évoluer, avoir une évolution salariale et une évolution plutôt dans le management, etc. Et il y a aucun problème. Enfin, l'industrie est tout à fait OK avec ça, quoi. Super. Alors, nous avons une question qui est est-ce que vous avez des conseils pour les entretiens pour ce genre de poste? Quelles questions sont posées et qu'est-ce qui est recherché et qui fait qu'un bébé est meilleur qu'un autre? Il faut qu'ils sentent que vous allez être autonome et que vous avez envie d'exploser les chiffres, quoi. De dire, voilà, moi, je vais tout faire pour remporter les deals. Il faut montrer que vous êtes un businessman. Je pense que c'est ça le plus important. Et que vous êtes autonome. Vous allez pas attendre que ce soit quelqu'un qui vous prenne la main et que vous dise, là, Romain, ce serait bien, il faut que tu envoies un mail. Non, c'est pas ça. Il faut que vous soyez 100% autonome et que vous ayez envie et la passion de remporter la mise, en fait. Et si vous arrivez à transmettre ça, je pense qu'il n'y aura aucun problème. On avait aussi une autre question. Je ne sais pas si tu sais quel est le pourcentage, proportion homme-femme, pourcentage de femmes dans le métier. Eh ben, c'est une bonne question et je dirais que de ma génération, donc moi j'ai 32 ans, il y a autant de femmes que d'hommes. Voilà, clairement. Parce qu'aussi, parce que c'est aussi on arrive à ces métiers-là après une formation scientifique. Et puis vous le voyez à la fac, il y a autant de femmes que d'hommes, hein, donc ça se retrouve aussi chez les BD. Après, c'est sûr que les générations un peu plus vieilles, il y a plus d'hommes que de femmes, hein, mais clairement, les femmes ont leur place à 100%. Et, euh, et elles apportent aussi je trouve une sensibilité dans le business, un peu moins d'agressivité, qui passe super bien, d'autant que les clients sont très souvent des femmes qui ont un PhD, qui ont fait de la recherche. Donc ça passe super bien. Alors, Inès voudrait savoir quels aspects de ton travail au quotidien, ton expertise, dans quels aspects de ton travail au quotidien, pardon, ton expertise scientifique intervient et est-ce qu'elle tient une place importante?
elle est prépondérante. Donc, moi, aujourd'hui, je travaille dans une CRO, dans une société de service. Ce qu'on vend, c'est de la science. Il n'y a pas de… Je veux dire, le client, il arrive avec une question scientifique. Il a besoin de… Aujourd'hui, chez BioAgilytix, il a besoin d'une analyse pour faire un dosage de biomarqueurs pour une phase 1 ou 2. C'est une question scientifique. Il y a aucun business là-dedans. En fait, c'est à vous, en tant que scientifique, de comprendre ce dont il a besoin et vous allez faire vous allez faire une traduction de ce besoin scientifique en business, en devis et en projet opérationnel pour la boîte qui vous embauche. Donc, en fait, dès que je discute avec un client, c'est scientifique dès le début. Et je dirais même que un bon BD, donc c'est un bon scientifique, mais il a aussi un backup scientifique. Typiquement, moi, quand je sais que j'ai des discussions qui vont être très poussées au niveau sciences, moi, j'ai juste fait un master, j'ai pas un PhD dans le domaine spécifique de mon client. Et ben, je vais inviter un scientifique de ma boîte qui va m'aider. Et si j'ai une question, j'ai pas envie de rester bouche bée devant un client, quoi. Donc, et souvent, on gagne les deals grâce à la science. Donc, c'est tout le temps. Autre question aussi, plus sur combien d'heures tu estimes travailler par semaine et est-ce que tu as du temps libre? On va dire ça dépend des semaines. Je veux dire, je sais pas, c'est peut-être 40, 45 heures. Et puis, il y a des semaines un peu plus. Mais en fait, je veux dire, c'est correct, quoi. C'est pas des métiers de fou non plus. Ce qui est plus compliqué à gérer, c'est le voyage, en fait. Parce que si vous avez une semaine de congrès au Japon, le monde ne s'arrête pas de tourner pour vous. Donc, vous avez tous les clients qui continuent à avoir des questions, à avoir des besoins. Donc, il faut réussir à gérer les deux. Donc, je dirais que les semaines où vous êtes en déplacement, vous avez beaucoup plus de boulot. Et puis, les semaines où vous n'êtes pas en déplacement, c'est gérable. Mais encore une fois, ça dépend des boîtes, ça dépend du soutien que vous avez. L'avantage, c'est que moi, j'ai fait des grosses pharma, des petites biotech, des moyennes CRO et des petites CRO. Et clairement, ça n'a rien à voir. Le support que vous avez dans une moyenne entreprise ou une grosse entreprise, votre boulot, vous n'avez pas besoin de tout faire, en fait. Vous avez un job, c'est de faire du BD. Voilà, c'est de faire la relation client. Ça, c'est plutôt pour les boîtes moyennes. Et si vous êtes dans une petite boîte, et ben là, il faut tout faire. Donc, c'est un avantage aussi. Moi, j'ai adoré faire ça. J'ai adoré faire de la com, du marketing, faire de la prospection, faire des devis. J'ai adoré faire ça. Mais maintenant, c'est vrai que je le fais plus. Ça me dégage plus de temps. Et puis, encore une fois, vous êtes acteur de votre succès. Donc, c'est du boulot. Mais si à la fin de la semaine, vous avez 3 nouveaux clients, bah, vous le sentez aussi tout de suite. Donc, est-ce que c'est vraiment du boulot? Je sais pas. Merci pour cette réponse. Nous avions une autre question qui était quel master à privilégier et dans quelle école? Ah, bonne question. J'en ai aucune idée. Honnêtement, moi, j'ai fait Grenoble École de Management, donc le MS. À l'époque, il s'appelait Gestion des entreprises biotech pharma. Il était plutôt bien noté. À l'époque, c'était 6e école en France et ça devait être le premier ou le deuxième master MS. En fait, c'est une question assez compliquée parce que j'ai des potes qui ont fait des grandes écoles à Paris. J'ai pas eu l'impression qu'ils aient eu des meilleurs débouchés que d'autres qui ont fait des écoles soi-disant plus moyennes, quoi. Je crois que c'est un concours de circonstances. Moi, j'étais à Grenoble, l'école était à Grenoble, il y avait un bon niveau. Voilà, j'ai pas chamboulé ma vie pour faire une école qui au final, vous savez pas ce que ça va vraiment vous rapporter, quoi. Ça reste une formation, hein. Ils vous donnent pas un boulot clé en main à la fin, hein. Mais c'est vrai qu'il y a un classement, donc si vous avez le choix, moi j'irai sur la première, hein, mais ouais. Il y avait une autre question aussi
Bah, pas trop peur du coup d'être sur un siège éjectable dans ce genre de métier en cas de contre-perf, donc j'imagine de non atteindre des objectifs. Est-ce que c'est un problème ou... Bah non, parce que si vous êtes éjecté en fait, vous n'êtes jamais sur un siège éjectable, c'est vous qui allez partir. Parce que si vous vendez pas, vous faites pas de bonus. Quand je vous dis votre salaire fixe, c'est 100 000 euros à l'année, voilà, ça vous fait quasiment 10 000 euros par mois. Je crois que c'est plutôt pas mal. Sauf que si vous réussissez, vous gagnez 100 000 euros de bonus en plus. Donc là, vous passez à 20 000 euros. Donc en fait, vous faites le calcul très simplement. Je suis dans cette boîte, pour X ou Y raison, je fais pas mes 100 000 euros ou mes 30 000 euros de bonus. Bah, en fait, au bout d'un an, c'est vous qui partirez tout seul et personne vous met la pression en fait. Et vous partez. Donc non, en fait, et puis c'est naturel. Je veux dire, c'est comme ça. Il y a un roulement, il y a un turnover dans les positions de BD qui est assez élevé. Ouais. Après, c'est aux boîtes de. En fait, ça devient compliqué après, c'est les boîtes de garder les bons. C'est que quand vous commencez à être bon, reconnu dans votre métier, bah, en fait, vous vous faites chasser par d'autres boîtes. Et eux, ils vous proposent un salaire plus élevé et un bonus plus élevé. Donc, en fait, vous partez aussi. Donc, en fait, c'est un jeu. C'est un peu un jeu et je me sens pas sur un siège éjectable du tout, quoi. Au contraire, si ça marche pas là, je sais que j'aurai 100 autres opportunités, peut-être 10 fois mieux que celle-là. Merci. Nous avons maintenant des questions sur l'emploi. Au niveau de l'emploi, est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités? Est-ce que le marché est saturé? Et même question pour les stages. Alors, je dirais que l'emploi dans l'industrie pharma, biotech, pour être business développeur, comme je l'ai fait en début de carrière, c'est très compliqué maintenant. Il y a très peu de postes et ils prennent maintenant de plus en plus de seniors. Donc, il faut minimum un PhD ou un PharmD, plus 5-6 ans d'expérience en recherche. Et à ce moment-là, il faut être embauché dans une biotech pharma, réussir à faire ses preuves en tant que commercial dans la pharma. Donc, c'est assez compliqué. Par contre, en CRO, là, il y a énormément de boulot. Ok, il y avait une autre question aussi. Je crois que tu en avais déjà parlé, mais quels sont le genre de personnes avec qui tu es au contact au quotidien, donc médecins, chercheurs, acheteurs, enfin toutes les divisions même des entreprises de manière plus générale. Mais... Ouais, en premier, ça va être le scientifique qui a un projet et qui a un besoin. Donc en général, c'est un chercheur, voilà, scientifique, un chef de projet. Si c'est une petite boîte, vous êtes directement avec le directeur scientifique ou le directeur de la boîte, le CEO. Vous êtes en relation avec les parties, le légal, le département légal des boîtes, parce que vous signez des contrats cadres et des contrats de confidentialité. Quoi d'autre? Vous êtes en contact avec les acheteurs parce qu'eux, ils vont négocier les prix. Voilà, donc en fait, c'est hyper transversal comme métier. Marketing aussi, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, vous avez le marketing. Toujours sur les stages, mais on y a un peu répondu. Je vais quand même poser la question parce que je pense que plusieurs se la posent. Est-ce que vous savez s'il est possible de faire un stage d'observation de 2 mois l'été en 4e ou 5e année afin d'être sur le terrain avec un business développeur? Je pense, ouais. Dans une CRO, je pense, ouais. Il y avait aussi une question qui est intéressante. Du coup, est-ce que vie de famille est compatible avec ton métier ou... Ouais, complètement. Bah oui, complètement. Complètement. Je regarde les questions en même temps. Alors, quand vous dites qu'il faut potentiellement avoir fait de la recherche avant dans son parcours, de quel type de recherche parlez-vous? Bah, c'est plutôt c'est recherche scientifique, quoi, sur un sujet. Si vous êtes expert, je sais pas moi, en immuno-onco, vous avez fait votre thèse sur des CAR-T-cells et que ensuite vous faites un master spécialisé ou un MBA management des entreprises biotech pharma et que vous allez toquer à la porte d'une pharma qui développe ce type de produit,
moi, à leur place, je vous embauche tout de suite. Vous connaissez la science, vous connaissez le domaine, et en plus, vous êtes formé sur les parties business. Voilà. Donc, c'est très souvent, c'est que des scientifiques qui sont en business développement, et d'autant plus en pharma. Ouais. Et il y avait aussi du coup une dernière question. La recherche clinique est une bonne voie aussi, donc Ouais, j'imagine. tout à fait. Ouais. C'est plutôt, il faut être scientifique, donc recherche clinique, recherche fondamentale, préclinique, tout ça, ça fonctionne. Et après, c'est tous les domaines. En fait, ça va dépendre. En fait, faites ce que vous aimez et puis après, ça marchera. Si vous êtes passionné par un sujet, faites votre thèse là-dessus, faites de la recherche là-dessus, et puis vous en servirez toujours un jour ou l'autre. Faut pas s'obliger à faire des choses qu'on n'aime pas. Donc de la clinique, de la préclinique, de l'onco, ce que vous voulez. Ah bon, on peut prendre encore des questions. Encore sur la recherche. Est-ce que vous parlez de la recherche dans la filière industrie ou alors bifurquer par la voie d'internat par les masters? Les Là, deux. c'est une question de quelqu'un, un étudiant en pharmacie, je pense. C'est les deux. Franchement, il n'y a pas aucune limitation, quoi. Et une question, si tu devais refaire quelque chose autrement dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait? Bonne question. En fait, là aujourd'hui, moi, ça me va très bien. Et si je sens qu'un jour j'ai un truc qui va pas et que j'ai envie de changer, en fait, je changerai à ce moment-là. Je me sens pas enfermé en fait dans ce que je fais. Je fais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quoi. Donc pour le moment, ça me va super. Je trouve ça bien la pharma, le BD dans la pharma, super intéressant. Je pensais pas que ça allait autant me plaire de faire du BD dans les CRO, honnêtement. Mais en fait, c'est aussi génial. Et voilà, pouvoir faire les deux, je trouve ça top. Après, moi, j'ai pas de thèse. Peut-être je l'ai pas dit. J'ai un master biotech. J'ai pas de thèse, donc c'est plutôt bien valorisé d'avoir une thèse, mais ça prend aussi 3 à 4 ans. Moi, j'ai commencé à bosser en Suisse directement après mon master et avoir un job stable. Voilà, c'est aussi gagner du temps de ne pas avoir une thèse, mais c'est aussi super bien valorisé. Mais c'est aussi pas obligatoire. Donc en fait, je sais pas quoi vous répondre. Non, en fait, il n'y a pas de règle. Pas de règle. Ça marche. Alors, on a pas mal de questions sur les perspectives d'évolution. Donc, je pense que je vais lire les 3 questions. La première est: quelles sont les perspectives d'évolution d'un BD? Est-il possible de rejoindre d'autres branches comme le market access ou le marketing par la suite? Quelles sont vos perspectives d'avenir? Et dernière question: dans l'industrie, on évolue rapidement car de ce que je comprends, on commence au bas de l'échelle, on arrive à des métiers avec plus de responsabilités au bout de combien de temps? Ça fait beaucoup de questions. Je commence par la dernière parce que c'est la seule dont je me souviens. Ça dépend de la boîte que vous sélectionnez. Si vous choisissez une petite boîte, vous allez évoluer super vite. En 2 ans, vous allez être responsable commercial. Ça va super vite. Et en 3 ans, vous pouvez si ça marche bien, vous pouvez monter une équipe avec des gens qui vous font de la prospection, des personnes qui vous font du marketing, des personnes qui vous font du légal. Donc ça peut être en 3-4 ans, vous êtes manager de votre équipe commerciale. Ça peut aller super vite. Si vous allez dans une grosse boîte, ça va prendre 10 ans. Simplement, et vous allez commencer au bas de l'échelle, effectivement, vous allez avoir un poste hyper restreint, vous allez faire que de la prospection, ce qui s'appelle Business Developer Associate. Donc là, c'est trouver des leads sur LinkedIn dans des boîtes, essayer de les contacter par mail ou par téléphone, transférer dès que vous avez le contact au business developer qui lui après va faire la suite. Donc si vous commencez dans une grosse boîte, forcément vous allez passer par là. Mais c'est aussi super formateur. Moi j'ai commencé dans une petite boîte, ensuite j'ai fait une grosse boîte, Sanofi, ensuite je suis repassé dans une toute petite boîte, plus de responsabilités.
Et ensuite, je me suis dit, tiens, en fait, le mieux, ce serait l'entre-deux. Et donc là, ça fait 5 ans que je suis 4 ans que je suis dans des boîtes moyennes. Parce que je rentre par une porte, mais je sais que l'évolution, elle est énorme. Et ça peut aller très vite. Et du coup, en termes de perspective d'avenir, d'évolution actuellement, et aussi là, par rapport à la question, est-ce que c'est possible de rejoindre d'autres branches comme Market Access ou Marketing, par exemple? Market Access, ça me semble plus compliqué. C'est pas un boulot de vente, en fait. C'est plus un boulot pharma et c'est rarement. Enfin, moi, je vois pas des business développeurs partir en market access. Il faut comprendre que le fait de gagner des deals et d'avoir un bonus sur ces deals, en fait, ça devient votre motivation principale. Donc, si après on vous propose un autre boulot, market access, vous avez plus ces bonus-là, bah, ça devient compliqué de se lever le matin parce que c'est quoi votre motivation? Avant, vous avez une carotte qui est énorme, en fait. Donc, je vois pas trop l'évolution en market access. En plus, enfin, moi, personnellement, après 10 ans de BD, je me sens pas du tout compétent là-dedans, en market access. Et après, il y avait une autre partie de la question, c'était quoi? Ouais, c'est toi, tes perspectives d'évolution, peut-être Et ben futures. ensuite, donc l'évolution, elle va, comme je dis, c'est avec les boîtes. J'ai changé récemment pour BioAgilytix parce que je savais qu'il y avait un plus gros potentiel d'évolution. J'étais directeur commercial pour la boîte d'avant, avec, selon moi, moins de perspectives. Donc j'ai changé de boîte. Et maintenant, les perspectives d'évolution, c'est d'avoir une équipe de BD, 4, 5, 6 personnes sur un territoire donné. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, après, c'est d'être responsable Europe, responsable monde. Et ensuite, c'est ce qui s'appelle CBO, donc Chief Business Officer. Là, vous êtes le numéro 3 de la boîte. En gros, vous avez le CEO, CSO, CBO et le COO qui gère la partie opérationnelle. Et souvent, les CEO sont aussi business développeurs dans les petites boîtes. Donc, si vous êtes bon business développeur, c'est aussi un tremplin pour monter sa propre boîte plus tard. Ou pour prendre la tête d'une petite, moyenne entreprise. Parce qu'une entreprise, elle est faite pour vendre quelque chose. Hein. C'est son unique but. Donc, être BD et être CEO, c'est pas déconnant. Yasmine, si tu veux prendre peut-être la dernière question. Oui, et Clément qui pose une question concernant la fusion-acquisition. Ouais. Alors ça, c'est des métiers plutôt orientés finance, super intéressants, qui sont tout à fait. Si vous faites du business développement, ce sera assez facile de s'orienter vers ces métiers-là. Donc tout ce qui est banque d'affaires pour de l'investissement ou M&A, fusion-acquisition, c'est tout à fait faisable. Et l'avantage, c'est que ces masters spécialisés vous forment à cette partie finance. Parce que là, il y a vraiment des termes techniques, il y a de la technicité dans le métier. C'est pas pour dire que le business développement, il n'y a pas de technique, mais c'est aussi, je pense que c'est beaucoup de la personnalité, le business développement. Alors que quand on parle de finance, là, c'est 1 + 1 = 2. Et là, il y avait encore une question, du coup, qu'est-ce que tu entends par CRO? CRO, c'est Contract Research Organization. Donc, en fait, c'est l'industrie pharma. En fait, c'est des boîtes de services qui vont aider l'industrie pharmaceutique à faire avancer les produits. Typiquement, une big pharma ne fait pas de tests sur les animaux. Il y en a vraiment très très peu qui ont une animalerie maintenant. Et si elles en ont, elle est toute petite et ils ne sont pas capables de faire les tests sur les animaux sur tous leurs produits qui sont en développement. Donc, ils font appel à des boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Une big pharma n'a pas de centre clinique phase 1, type Optimed. Ils n'ont pas ça. Ils sont obligés de passer par des boîtes qui ont ça. Et en fait, c'est la grosse slide que je montrais. Dans toutes les étapes du développement du médicament, il y a des métiers qui sont spécifiques et l'industrie pharma se désengage
de plus en plus de tous ces métiers-là et font appel à des sociétés de services qu'on appelle des CRO. Ok, bah c'est très clair. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais en tout cas, un grand merci pour cette présentation. C'était très clair et je pense que ça a donné aussi une belle overview de ton métier, de ton activité aussi au quotidien. Donc, un grand merci de nous avoir consacré 1 heure. Avec plaisir. Et puis, pour tous ceux qui sont encore parmi nous, n'hésitez pas donc à suivre la GPI Biosphère Alpes sur les réseaux. Puis Yasmine, je te laisse le mot de la fin si tu veux. En mute? T'es en mute par contre. Ouais. Ah, j'étais en mute, j'étais en train de parler. Je te remercie Nicolas et je te remercie aussi Romain d'être venu nous faire cette présentation qui était très intéressante et aussi très complète. Et je vous remercie aussi à tous d'avoir été présents et très nombreux pour cette première double conférence. Et au nom de la GPI, on remercie également Biosphère Alpes d'avoir fait cet événement avec nous. Voilà. Merci à vous et merci à tous et à bientôt, on espère, pour d'autres événements comme celui-là. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Merci. À bientôt. Bonne soirée.